Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S502 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 septembre 2022. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jérôme Kainborg pour le grand débat de cette émission dédiée au matériel nécessaire pour se lancer dans la production et la diffusion de vidéos en ligne, qu'on soit au format blog avec ou non une diffusion en direct. C'est un sujet très vaste et on va devoir faire des choix. En tout cas, avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jérôme et la chaîne Naotech, voici un petit extrait de l'une de leurs vidéos. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un appareil photo qui filme. C'est le dernier né de la famille des RX100 chez Sony. Petit appareil compact expert des concentrés de technologie. Sony est un peu spécialiste en la matière. Celui-ci est moins cher, il a un ADN vidéo très prononcé. On ne s'y trompe pas, c'est écrit en gros sur la boîte, Made for Vlogging. Qu'en est-il vraiment ? Ça qu'on appelle un elevator pitch ou une intro, enfin, ça donne envie en tout cas. Hein. Ça me fait bizarre parce que c'est les jeux génériques Ouais, qu'on a ouais, je abandonnés. sais. C'est les vieilles musiques de générique. Il y a une petite moment sirène de new-yorkaise. nostalgie. C'est l'époque où on mettait encore des génériques parce que maintenant on les coupe. C'est trop long les génériques. Bon, en tout cas, hein, voilà, si vous êtes intéressé par en savoir plus sur la tech, les produits tech, allez voir hein, évidemment la chaîne de Jérôme qui s'appelle Naotech. Alors, c'est pas que toi, hein, c'est une équipe. Vous travaillez à plusieurs là-dessus. Il y a beaucoup de contenu hyper intéressant. Pour commencer, on va essayer de faire un petit peu de champ lexical. Jérôme, pour toi, ce serait quoi la définition d'un vlog? Alors, vlog, c'est se filmer soi-même et raconter sa vie en extérieur, éventuellement en intérieur, mais le vlogging traditionnellement, c'est plus quelqu'un qui prend une caméra, qui parle à cette caméra, qui est généralement sans caméraman. Le vlogging, c'est être seul face à la caméra et se démerder avec la technique de sa caméra pour se filmer tout seul. Pour moi, ça, c'est la définition du vlogging. En vue Ouais. d'être diffusé sur Internet, du coup. Oui, en vue de Ouais, diffuser ouais, sur hein. Internet. Donc c'est vrai qu'on a un peu cette image du youtubeur avec son gorillapod. Enfin, on pense à Cassie Neistat, Bah, ça a été où on le suit toute la journée, où il nous raconte ses états d'âme, où il va prendre son café, machin. Ouais, moi je dirais que c'est de la vidéo narrative à la première personne. Mmh. Alors on a cette image-là au départ de trucs autoproduits, où on a une espèce d'homme orchestre qui fait absolument tout. Mais toi, ce que tu fais dans tes vidéos, c'est pas le cas. Pourtant, j'ai quand même la sensation que ça rentre un peu dans cet exercice du vlog, quoi. Désolé de te contredire, Non, mais mais t'as le non, droit. nous, pour moi, on est techniquement à l'inverse du vlog. C'est-à-dire qu'on a des caméramans, on a un certain type de montage derrière. La plupart de nos vidéos sont en intérieur, en lumière maîtrisée. L'exercice du vlog, pour moi, et tu parlais de Casey Neistat, qui n'est pas le premier à l'avoir fait, Non. mais qui a posé les bases d'un nouveau type de montage et de narration en vlogging pour le rendre plus intéressant que simplement un mec qui parle à une caméra. Euh, on peut citer aussi quand même historiquement en France, on a eu quelqu'un qui est à la télévision avec J'irai dormir. Ouais, bien sûr. Antoine de Maximilien. Voilà, Ouais. qui a été un pionnier dans cette notion de je pars seul avec mes caméras et je me filme. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence du vlogging, c'est je me démerde tout seul et je me filme moi-même. Mmh. Donc, les choses très importantes en vlogging, c'est comment j'ai mon retour, comment je gère mon retour, comment je gère mon son sans contrôle de son. Nous, ce qu'on fait, c'est on a quelqu'un pour checker le son, on a quelqu'un pour checker l'image. Si ça devient flou parce qu'on n'a pas d'autofocus, il nous le dit. Donc voilà, pour moi, l'essence du vlogging, c'est un homme ou une femme seul avec sa caméra
et on se démerde. Et tant qu'on est dans la sémantique, donc on va ne pas confondre NPC, vlog et vlog, puisque dans Oui. le jargon Oui. du vidéaste, non mais ça arrive souvent. J'entends oui, souvent oui. parler. Nous, on est des photographes Non, à mais la on base, s'est- hein, on parce s'est que même des un peu puristes et embrouillé quand on avait voilà. mis le sujet Nous, de en préparant l'émission, l'émission. c'est voilà. là, bah, on fait Attends, on quoi fait un truc sur Attends, quoi, là, exactement Le mix a mis un vlog sur le GH6, mais Ouais, non, voilà. ouais. Tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est un vlog ou... Alors, le vlog, pour les gens qui font pas de la vidéo, c'est en fait un format qui va très peu travailler les couleurs. En fait, en vidéo, mais en photo aussi, c'est un peu pareil, la couleur est un algorithme. Je suis désolé d'en choquer certains, mais en fait, la couleur, on peut la Vas-y, faire vas-y. en post. C'est quelque chose qu'on traite en post. Et donc, en enlevant ce calcul-là au niveau du processeur, de calculer les couleurs et de les mettre, on va lui donner plus de puissance au processeur pour la luminosité. Parce que ça, la luminosité, c'est quelque chose de très dur à gérer en post-prod. D'où le format RAW en photo. Mais nous, en vidéo, on en a 24, 25, 60 par seconde des photos à gérer. Donc, c'est un autre problème. Donc, en libérant de la ressource machine, en lui disant « t'occupe pas des couleurs, je ferai ça après », on permet au processeur, au coprocesseur d'image de sa caméra, d'avoir plus de puissance pour la luminosité et donc on gagne des steps, quoi. C'est très bien Petite expliqué. parenthèse, mais voilà, ça le mérite d'être clair et au moins, on sait de quoi on parle. Et quand on parle de live, du coup, on parle de diffusion en ligne, en direct. C'est un peu comme si c'était du broadcast, hein, finalement. C'est ça, le stream, live stream, c'est la même chose, en fait? C'est de la radio filmée. C'est de la radio filmée. Alors, historiquement, c'est beaucoup né avec le jeu vidéo. Oui, il y a des gens qui regardent d'autres qui jouent aux jeux vidéo. C'était qui ça? C'était Antoine Decaune, oui, qui avait fait la bourde là-dessus. Que j'admire toujours autant, hein, mais il avait fait une vraie bourde. Oui, le phénomène est né avec ça. Bah, c'est Twitch, hein, d'ailleurs, qui est à la C'est base de ça. Twitch Enfin, qui c'est s'appelait des Justin outils. TV à l'origine. Il y a eu, moi je sais qu'en 2009-2010, on faisait des lives pour les keynote Apple déjà. Donc c'est vraiment de la radio filmée, c'est l'instant où on réunit des gens autour d'un moment. C'est Ok. la différence d'avec YouTube où les gens regardent quand ils veulent. Là, le principe même d'un live, c'est les gens viennent pour un rendez-vous live. Ok, mais alors du coup, il faut quand même ce qu'on appelle une plateforme de diffusion, un endroit Mm. où diffuser ça. Alors bon, il y a évidemment Twitch qui est extrêmement connu en ce moment, mais tu vois, tu parlais de YouTube. Sur YouTube, on peut On peut faire publier des des lives. vidéos en dur, Mm. mais on peut aussi faire des lives. Sur quel type de plateforme on peut streamer, en fait? Ben, Instagram permet les lives, Facebook permet les lives, YouTube permet les lives, Twitch permet les lives. Beaucoup de plateformes. Vous pouvez même prendre une plateforme indépendante si vous voulez pas être dans un GAFAM. Enfin, GAFAM, qu'on appelle explique. GAFAM, on explique. les GAFAM. Alors oui, Google, maintenant Amazon, Facebook. Google, Amazon, Facebook. Enfin, maintenant on dit les hammams puisque Facebook est devenu Meta. Donc voilà, on va tous au hammam pour se faire enfumer. Voilà. Non, mais il y a des plateformes indépendantes de stream. Il faut comprendre une chose. Pourquoi, justement, ces hammams permettent de streamer et les solutions indépendantes sont moindres? C'est que le coût de la bande passante pour faire du live est gigantesque. Et ce qui est incroyable, c'est que streamer, c'est gratuit, Mais, en plus. en fait, c'est le faux gratuit d'Internet. Ouais, mais bon. Le vrai coût d'Internet, c'est la bande passante. C'est ce qui coûte extrêmement cher à YouTube, c'est ce qui coûte extrêmement cher à Twitch. C'est pour ça qu'il y a Amazon derrière. C'est des boîtes déficitaires. Enfin, YouTube est devenu rentable, mais que à partir de 2015. En fait, faire ça, il faut s'imaginer qu'autrefois, il fallait des camions de régie, du satellite, de sûr. la télé. Et donc, ça limitait le nombre de gens capables de diffuser des images en live. Les faisceaux satellites qui se coupaient pendant les matchs de foot, tout ce genre de choses. Donc, ouais, on vit une époque peut-être effrayante, mais formidable. Tout le monde peut aujourd'hui faire une émission internationale en live, quoi. Oui, enfin bon, après, il y aurait peut-être des choses à dire sur justement les serveurs qui sont au fin fond de la Scandinavie et qui surchauffent aussi en raison de la bande passante. Mais Ah oui, ça, c'est un autre aussi sujet, autre mais chose. Ouais, tout à fait. c'est un aspect collatéral de la chose quand même. Quand tu fais du live, du coup, c'est très différent d'une émission, ce que toi tu fais sur Naotech. Donc tu pardonnes un petit peu les imperfections. Tu joues avec le côté naturel et le côté faussement spontané ou improvisé.
Bah, le truc, c'est qu'en live, on est sans filet, il y a pas de montage. Tu dis une connerie et elle reste. Et les gens la remarquent, ils en font même un clip et voilà. Donc oui, il faut, Ouais, ou tu peux jouer de ça, parce que le vlog, c'est aussi trouver un ton quand même. Parce que tu incarnes le truc, quoi. Tu es face à la caméra, il faut quand même. alors Bah, t'incarnes aussi quand tu ouais, fais des lives. ouais, mais Bah, oui, mais disons que tu assumes aussi ce que tu. Enfin, tu assumes entièrement. Si t'as pas de cut, alors, Hmm. le vlog est quelque part du faux live. Le vlog, Hmm. le ton doit faire vrai, spontané, mais tu montes et c'est même ultra cuté. Ouais. Parce que, bien évidemment, si tu racontes ta journée devant une caméra, c'est pas très intéressant. Vous saviez C'est le toujours à la nombre mode, le d'heures que cut, je passe en permanent. post-prod à refaire les phrases de Benjamin en post-prod. Et c'est toujours le. Oui, c'est pas les tiennes. Et c'est toujours d'actualité, le cut permanent, systématique presque. Ouais, Parce que ouais, c'est ce moi, qu'on appelle je supporte pas. Hein. C'est un bah, truc. c'est une grammaire visuelle, c'est effectivement un saut générationnel, je pense, Ah qu'il oui, faut faire. clairement. Moi, j'ai eu du mal aussi. Le Ouais. jump cut en montage traditionnel, c'est le truc qu'on fuit au maximum. Jump cut, juste pour expliquer, c'est quand effectivement on coupe un même plan brutalement sans créer une transition d'image. Mhm. Donc ça donne ce côté sauté de la discussion. Mais tout média amène sa propre grammaire visuelle. Bien Je sûr. pense qu'on est choqué par le jump cut parce qu'on n'est pas habitué. Il y a toute une génération, au contraire, s'il n'y a pas du jump cut, elle ne s'y reconnaît pas. Donc, c'est Moi, je une, sens un peu comme du fast-food, tu vois. C'est un peu du fast-food visuel, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. Ça a son sens. Mais je pense que ton analogie n'est Ouais. pas mauvaise, Ouais. mais le fast-food a du succès. Ah ben, Voilà. parfois, Donc, il faut savoir manger mais un il faut kebab. savoir Hein. ce qu'on mange. Il Ouais, faut ouais. savoir ce qu'on mange. Non, je pense qu'après, moi, je suis intéressé par les changements de grammaire visuelle. C'est toujours intéressant. Il faut s'adapter et adapter. Je- Nous, par exemple, nos émissions, il y a du jump cut, mais on essaie de le maîtriser. De mélanger justement, on va dire, du montage propre à l'ancienne avec cette nouvelle grammaire. Elle amène une certaine dynamique aux phrases qui est hyper intéressante aussi. Donc, il n'y a vraiment pas que du mauvais et pas que du fast-food. Le fast-food a donné naissance à des burgers gourmets aujourd'hui. Donc, on peut rejeter le fast-food, on ne rejettera jamais les burgers. Donc, Alors, ça peut être tout est dans le intéressant. dosage finalement. Ouais. Exactement. Et dans l'amour de ce qu'on fait aussi. Voilà, quand même. Vous êtes mignon avec vos métaphores culinaires. Bon, on aime les burgers. Je commence à avoir faim, Ouais, hein, moi, par contre. Bon, On écoute, approche du petit-déj. Jérôme, cette émission, en fait, elle tombe assez bien puisque vous venez, il y a quelques semaines, d'inaugurer dans vos locaux votre tout premier studio fixe, entièrement dédié à vos lives pour votre émission Le Mug. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Parce que vous n'avez pas fait les choses à moitié. Hein. Donc, vous êtes sur un setup multicaméra, vous avez mis en place un décor, une régie, vous pouvez inviter jusqu'à 4 personnes. Voilà. Combien de temps de travail? Quel budget? C'était quoi le cahier des charges pour se lancer là-dedans? Alors, le cahier des charges, en fait, jusqu'ici, nos lives, on les faisait au même endroit où on tournait nos vidéos YouTube. Donc, ça voulait dire démontage de tout le matériel tous les jours, parce qu'on n'utilise pas le même matériel pour un live que pour tourner des vidéos sur YouTube. On va le voir. On va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était le mug. Si on veut aller plus loin avec le mug, il faut qu'on pérennise un endroit. Les caméras bougent pas, les lumières bougent pas, les micros bougent pas, parce que c'était fastidieux, c'était une perte de temps. Donc ça, c'était le cahier des charges. La deuxième partie importante du cahier des charges, c'est un matériel très pro, mais un rendu visuel qui ne doit pas faire télé faible budget. Ok. C'est une limite qui est très difficile à comprendre, mais pour moi, en tout cas, à singer la télé, on tombe dans quelque chose qui est ni de la télé, ni le spontané visuel de ces nouveaux médias. Donc, je voulais presque qu'il y ait des maladresses, que tout ne soit pas parfait, tout ne soit pas trop professionnel. Dans les lights, dans l'éclairage, il faut que ça reste un petit peu, j'ai fait ça chez moi. Artisanal, quoi. Donc, on l'a fait dans une chambre. On aurait Ok. pu éventuellement, si on avait le budget, se dire on va prendre un studio pro, machin. Nous, on a tenu à le faire dans un endroit qui, avant d'ailleurs, était mon ancien appartement, D'accord. l'ancienne chambre de mon appartement. Donc, un 12 mètres carrés, ce qui n'est pas trop recommandé normalement pour faire un studio pro. Je voulais pas qu'on parte sur des caméras tourelles ou des choses qu'on utilise traditionnellement pour faire de la radio filmée. Mhm. Voilà, c'est mon expérience effectivement accumulée des lives qui nous a donné ces cahiers des charges. Au niveau du coût, j'estime qu'il y en avait pour 25 000 €.
Donc, Ah oui, quand même. ah oui, oui, oui. Donc, le plus long, ça n'a pas été de monter tout ça. C'était C'était de trouver les trouver des sous. partenaires. Non, des partenaires. Du coup, on a travaillé avec énormément de partenaires, au niveau de la light, au niveau des meubles, au niveau des chaises, au niveau des tables. Ok. On en a fait une émission un petit peu catalogue où on présente comment on a fait ce studio avec des Que je partenaires. vous invite vraiment à aller voir parce que elle est très cool, on apprend plein de trucs. Et je l'ai regardé hier soir justement, et j'étais assez amusé de voir que le côté artisanal est bien là, et notamment au niveau de la sonorisation, tu utilises même des peluches. Oui, ben, le truc, c'est que beaucoup de youtubeurs se sont fait connaître et de streamers en mettant des mousses derrière eux. Ça a été la grande mode des mousses. Et c'est horrible à l'image. Je suis désolé pour tous ceux qui ont ça en décor, mais c'est vraiment pas beau. Une mousse acoustique, c'est des plaques, c'est des boîtes à œufs. Hein. Au passage, d'ailleurs, les boîtes à Bah, œufs t'en as qui là, hein, servent. tu vois, tu les vois là. Ouais, donc, mais j'en Ah ai ben, pas. alors, pas mais d'image. Justement, on les voit pas. On les Ouais, voit pas. ouais, mais ouais, Non, mais ouais, pour elles notre sont- chaîne Twitch qu'on va faire juste après cette émission. Oh là. là là, tu t'emballes, Benjamin. tu t'emballes. Mais justement, 2 astuces, moi, que j'ai découvertes, qui sont géniales. Tout ce qui amortit peut être une très bonne mousse. Donc, les peluches, bah, très bien, ça amortit le son. Des cadres, quand ils sont creux, bah, on les remplit de coton et ça fait une mousse sonore et c'est un peu plus joli qu'une mousse sonore. Donc, voilà, c'est typiquement le genre d'astuce de débrouille qu'on aime donner sur la chaîne. Ouais. Alors, quand j'ai regardé cette vidéo, à un moment, vous avez tout coupé et vous avez parlé de ce que vous appelez la philosophie Take Your Time, que j'ai trouvé très intéressante. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il retourne? Alors, Take Your Time, contrairement à ce que le label, c'est un label pour nous, c'est pas une marque, tout le monde peut l'utiliser sans même mon accord. Ça ne nous appartient pas, c'est un label qu'on a créé spontanément. Euh, c'est pas que de l'écologie, parce que c'est pas de l'écologie punitive, c'est plutôt un rapport à la technologie. Nous, on a constaté, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en teste, que bien souvent, on exploitait mal ce qu'on avait déjà, ce qui générait des frustrations dans lequel s'engouffrait le marketing qui nous faisait croire qu'en ayant un nouveau matériel qui vient de sortir, on allait être plus heureux. C'est pas vrai. Le bonheur en tech vient de la maîtrise de ce qu'on a et de découvrir des nouvelles capacités dans ce qu'on a. Donc pour moi, c'est plus une approche générale de la tech, Take Your Time, prendre son temps. Prendre son temps pour choisir des produits, prendre son temps d'apprendre les capacités de son produit. On peut parler de boîtier photo et du taux d'exploitation des possibilités de notre boîtier photo qu'on néglige souvent et qu'on croit qu'on va combattre en achetant un nouveau boîtier. Bah, tu vois, je te coupe, mais on parlait d'Action Cam tout à l'heure pendant la partie actualité. Moi, ça me laisse totalement indifférent. Les 5,7K de la nouvelle GoPro, Oui, je ça m'en me- fous ça te totalement. dit pas de. Ah, Tu je n'es suis- pas en train de te dire, tiens, je vais me Ah, l'offrir pas du tout. pour remplacer J'ai- l'ancienne. quoi. je suis déjà limité par la 4K, parfois en termes de stockage, en termes de... Mais même montage, il faut l'ordi pour monter de la 5K. Exactement. Bah, donc, voilà. donc, tu vois, ce que tu dis, c'est ultra important. Le truc, c'est que nous, on a un peu une phrase dicton. C'est si vous avez besoin de quelque chose, n'attendez pas, achetez-le tout de suite parce qu'un besoin, il faut le remplir. Si vous avez envie de quelque chose, attendez un peu parce que les envies, ça peut passer. Et c'est quelque chose même qu'il faut combattre à notre époque, de succomber à toutes ces envies. Attention, je ne suis pas punitif, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps et d'avoir un achat irrationnel même en tech ou de s'acheter un boîtier parce qu'on en a juste envie. Mais le marketing est là et pousse très fort à la porte de nos cerveaux, nous disant tu seras plus heureux, tu vas faire des meilleures photos avec ce. On le sait bien qu'en photo, le matériel est important, mais c'est pas ça qui fait une bonne photo. Ça peut nous aider dans certaines situations, c'est du confort, mais souvent de découvrir des nouvelles possibilités de son boîtier, c'est beaucoup plus valorisant en tant qu'individu. Et on parlait des mises à jour de Lumix et des produits, c'est exactement ça. Les mises à jour, c'est génial d'un produit qu'on a déjà. On se dit, waouh, je vais découvrir une nouvelle façon de faire les choses. C'est trop bien, quoi. Et on devrait imposer aux marques de faire des mises à jour pendant un certain nombre de temps sur Ça leur devrait. boîtier. Ça devrait. Mais sur les hybrides, de plus en plus de Ouais. marques commencent à y venir. Hein. Et Mm. c'est très bien. Bon. Alors, on va essayer de traiter les sujets à prendre en compte dans l'ordre et on va naturellement commencer par la partie captation. Alors qu'on soit en studio, sur le terrain ou les deux, il faut commencer par choisir sa caméra et son ou ses objectifs. L'objectif étant au final de pouvoir produire de belles images. Un Alors, iPhone. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains constructeurs qui développent même des boîtiers spécialement conçus
pour l'exercice du vlog. C'est le cas par exemple de Sony qui a lancé récemment le ZV-E10, un hybride APS-C. On écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous en parler. L'idée, c'est effectivement, on part d'une constatation de marché, c'est que de plus en plus d'utilisateurs, de jeunes créateurs ou même n'importe qui publie de la vidéo et donc fait ce qu'on appelle le vlog. Donc la série ZV répond complètement à cette demande et je crois que c'est la première gamme de produits officiels qui répond à la demande vlog. Et puis, on a trouvé effectivement qu'il fallait un certain nombre de fonctions à l'intérieur de ces boîtiers-là. Bon, typiquement, l'écran sur le côté, c'est pas une nouveauté. Mais après, c'est effectivement tout un tas de caractéristiques. Pas besoin de viseur, une mise au point complètement centrée sur le sujet, une exposition centrée sur le visage et des fonctions vlog, comme par exemple un très bon enregistrement du son, une très bonne qualité bien sûr vidéo, et puis surtout des fonctions clés comme par exemple le travail du bokeh, mais pas un bokeh artificiel comme on trouve dans les smartphones, un bokeh réel, c'est-à-dire quand on ouvre ou on ferme le diaph, et puis des fonctions comme le mode premier plan, le mode objet, le mode présentation objet, qui va donc passer instantanément dès qu'on montre un objet sur le premier plan et dès qu'on ne montre plus l'objet, va revenir directement sur les yeux. Et tout ça, ça va dans le concept ZVE10 avec la notion d'objectif interchangeable où on va pouvoir, avec des objectifs qu'on a sortis très récemment comme un 10-20 mm par exemple ou un 11 mm à f1.8, utiliser du très grand angle. Il y a les accessoires de contrôle et de prise en main. Donc on a une poignée qui sert en même temps de trépied et en même temps de contrôle via Bluetooth, c'est-à-dire sans fil, du boîtier. C'est-à-dire on peut commander le zoom, on peut commander la photo, on peut commander l'enregistrement vidéo pour pouvoir simplement vloguer à bout de bras. Comment vous trouvez ça, le ZVE10 c'est pas un peu overkill comme truc, ça? Alors déjà, Fabrice dit vlog et pas vlog. Oui, Ouais, c'est vlog. Donc Fabrice, si tu nous écoutes, C'est vlog, c'est Hein vlog, ouais. Justement pour pas créer la confusion. on est d'accord. Ouais. Bon, mis à part ça. C'est, je veux pas contredire parce que effectivement, je trouve que le 10, le problème qu'il y avait dans la gamme ZV avant les objectifs interchangeables, c'est que pour moi, le truc le plus important, si on fait du vlogging, notamment en extérieur, c'est de pouvoir travailler avec des ultra grands angles. Ok. C'est hyper important parce que tu On n'as est à bout qu'une de bras. longueur de bras et C'est ça. tout le monde n'a pas des bras hyper longs. C'est pour ça qu'on mettait un GorillaPod. C'est pour pouvoir, voilà. Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'être dans l'image, mais qu'on voit des choses autour. Ouais. Donc l'ultra grand angle est hyper important. À Et partir de quelle focale tu considères qu'on est ultra grand angle? En dessous de 20 mm? ah oui, largement, Ouais, largement. Attention aux distorsions, là, pour le Donc, coup. Mais on Ouais, s'en tout à fout, fait. ça fait partie de la grammaire Ok. visuelle du vlog, la distorsion de l'ultra grand angle. C'est une esthétique du vlog aussi. Oui, puis Ouais. généralement, la personne est au centre et c'est pas forcément là que c'est le plus visible, en plus. Oui, déjà, il y a ça. Et puis, vraiment, oui, c'est une question de grammaire visuelle. Moi, il m'arrive de dire à mon caméraman, je veux un rendu vlog, alors que c'est ma caméraman qui est en train de me filmer, elle va Ouais. mettre un ultra grand angle. C'est de la grammaire visuelle. Se filmer à l'ultra grand angle, c'est un style. Et quand tu veux montrer du paysage et du contexte, on n'a pas trouvé mieux quand même que les ultra grands angles. Donc ça, c'était le problème avec les premiers ZV, c'est que tout petit capteur, crop factor, impossible ouais. d'avoir de l'ultra grand angle. Donc il y avait tout bon, sauf pour moi l'essentiel dans ces premières caméras Sony de vlogging. Ils arrivent maintenant avec des objectifs interchangeables et ça, c'est vraiment bien. Sur un Nous, capteur on l'a. APS-C. On l'a dans notre studio, hein. C'est notre caméra 2, la Ok. ZV. En termes de bokeh, elle amène un certain bokeh, pas suffisant à mon avis. C'est pour ça que certains vlogueurs vont continuer avec des full frame, parce Ouais. qu'on n'a rien inventé de mieux que le full frame quand même C'est pour le moyen l'instant. format. Oui, mais là, ça commence à devenir vraiment lourd, hein. Ça commence à devenir vraiment lourd à bout de bras. Après, ça a l'immense avantage, effectivement, de la compacité, de la légèreté, justement, parce que quand tu connais certains vlogueurs, on va dire, d'il y a 2-3 ans, qui prenaient des gros boîtiers full frame au bout du GorillaPod, le GorillaPod se pliait, etc. Moi, j'en ai fait, j'ai essayé de faire du vlogging. Faut du muscle, hein. Faut du muscle. Faut pas avoir peur aussi de passer pour un idiot, parce que tu parles quand même à une caméra au milieu de tout le monde. C'est pas simple comme exercice, ou alors faut le faire dans la nature. Tout ça pour dire, c'est un très bon produit à mon avis pour commencer le vlogging, mais quitte à être un peu provoque, je pense que les smartphones
oui, tu as peut-être du faux bokeh ou t'as pas vraiment de bokeh, mais c'est un excellent outil pour commencer le vlogging. Et ça marche bien. Et il y a des trucs intéressants sur les smartphones, ce que tu partages tout de suite. On Mm. parlait de plateforme YouTube où tu fais du montage, mais pour moi, le vlogging, c'est aussi ce qui arrive maintenant avec TikTok, c'est ce qui arrive avec Instagram, etc. Moi, seul face à une caméra, et c'est super confort avec un smartphone de pouvoir partager direct derrière quand même. Là, tu parlais de GorillaPod pour maintenir, j'en reviens à des aspects bassement techniques sur le terrain, mais tu maintiens à bout de bras un appareil comme ça avec un GorillaPod qui n'est pas stabilisé, les boîtiers sont pas stabilisés, le ZVE10 il n'est pas stabilisé, sauf de manière électronique. Donc si tu vas avoir un crop supplémentaire sur l'image, est-ce que c'est satisfaisant? T'arrives à avoir une image à peu près stable quand même? Bah, comme d'habitude, en image, tout est une affaire de compromis. Si tu veux une meilleure stabilisation, bah, tu vas peut-être passer chez des boîtiers, par exemple chez Lumix. Mais là, il va falloir travailler sans autofocus. C'est faisable, hein, le vlogging sans autofocus, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et puis, peut-être pas se filmer à f1.8, quoi, sans autofocus. Donc, comme d'habitude, il y a la caméra parfaite. N'existe pas. Il y a différentes formes de vlogging. Si tu vlogs en marchant, bah, le ZVE10, tu vas peut-être préférer quelque chose de mieux stabilisé. Si tu Tu vlogs... prends une poignée DJI ou autre, ou je sais pas. Non. Ouais, là, ça devient Bah, lourd. dit, hein, ils ont lancé ça- une poignée avec plein de rappels de commandes. Ah, Oui, avec mais du elle zoom et stabilise tout. pas. Elle oui. stabilise pas. Non, le truc que font aussi certains vlogueurs, c'est je pose ma caméra sur un muret Du et je me GorillaPod, quoi. filme. Voilà, un GorillaPod sur le muret. Il y a des moments où on va poser, il y a des moments où on la met par terre, il y a des moments où on la porte à bout de bras. Il faut en fait un moyen de bouger constamment ta caméra et de remplacer un caméraman en fait. Mais sachant que le plus important quand même dans tout ça, c'est d'être audible, non? Finalement, on ne décroche pas d'une vidéo quand le son est bon. Enfin, nous, on insiste là-dessus parce qu'on est un podcast, donc c'est peut-être facile, mais c'est ultra important. C'est pour ça que j'ai failli te couper en pleine présentation quand tu dis le premier truc à choisir, c'est son boîtier les optiques. Non. Bah non, Archi ouais, faux. c'est le Il y a- son. Alors, pour être même plus provoque, le premier truc auquel il faut penser si on se lance en vlogging ou en live, c'est qu'est-ce que je vais raconter? Parce que vous pouvez avoir le meilleur boîtier du monde, La le meilleur narration, micro et tout ça. évidemment. Qu'est-ce que je vais faire? Ça sert à rien si t'as pas quelque chose à dire. Et après, pour moi, en vlogging et en live, le son est essentiel. Le son est le premier truc et même l'endroit, si on a un faible budget, où il faut mettre le plus d'argent. Un micro, ça vieillit pas. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup comme micro? Ça dépend complètement de ce que tu veux faire. Si Ouais. c'est beaucoup d'action, tu bouges dans tous les sens, c'est plutôt un micro canon. Rode est très connu pour ces micros canons qu'on peut fixer facilement et qui sont plutôt bien faits pour pouvoir les brancher. Donc oui, je peux recommander les Rode. Donc micro canon orienté qui va faire un cône de son et isoler l'extérieur. Si on est dans du plus sophistiqué ou si on est deux à l'image, parce que ça aussi c'est encore un truc, on n'est pas toujours tout seul, bah il y a des micro-cravates. Attention, les micro-cravates, c'est pas des micros qui isolent le son, donc il faut savoir surtout en les extérieur, utiliser. on parle de vlog en extérieur, là c'est compliqué. Ouais, mais il y a des produits très malins que Rode commence à lancer, et d'autres d'ailleurs, qui sont des espèces de micros sans fil qu'on clipse, c'est des petits boîtiers noirs qui évitent les frottements sur les vêtements. Parce Les que ça, Wireless Go. Voilà, les Wireless Go, c'est un super produit. Pour pas parler que de Rode, il y a aussi... j'ai oublié la marque. Il y a plein d'autres marques qui le font. Sennheiser, Rode, Audio-Technica. Oui, mais il y a aussi des très bons, on va dire, outsiders moins chers. Nous, on utilise un outsider Holyland. Voilà. Ok. Holyland, nous, on utilise un Il y a outsider. DJI aussi d'ailleurs qui a Bon, sorti. voilà. Oui, un set de DJI micros. en a sorti, ouais. Et donc le micro qui est fourni sur le ZVE10, qui se veut un micro dédié au vlog, bon, c'est juste pour dépanner, on peut pas trop se fier dessus. Non, C'est une espèce de dead cat qu'on branche sur. Alors, c'est mieux, pour couper c'est le mieux vent. que rien. Ouais, parce qu'il y a un micro intégré, hein, il Ouais, le dit, ouais, à non, 3 non, capsules qui est il y a- intégré sur le ZVE10 sur le dessus. En fait, dans le vlogging, les gens vont avoir une tolérance. Si on est dans un endroit, il y a du vent, on l'entend un peu dans le micro. Bon, l'important, c'est l'histoire que tu racontes. Donc, Casey Neistat l'a beaucoup fait, ça. C'est pas grave si ton image, elle est dégueu, si ce que tu racontes est intéressant. Oui, mais il faut être Le audible. son, Et c'est... t'as un retour son, toi, par exemple, si tu fais du vlog, tu vas pas te mettre des écouteurs tout en étant à l'image. Alors, voilà, tu ne te mets pas des écouteurs, mais la plupart des vlogueurs réécoutent la séquence.
Euh, Plus ton discours est passionnant, plus la tolérance pour une imperfection technique Et va être grande. grande. Ouais. Et le vlogging, on peut comprendre qu'il y ait une ou deux séquences où on entend les bagnoles. On n'est quand même pas au cinéma, on n'est pas en reportage, donc on va avoir une tolérance un petit peu plus grande. Mais ouais, les vlogueurs font vachement attention à leur prise son. Hein. Et ça, c'est super intéressant. Il y a une écriture vlogging, quoi. Oui, tout à fait. Et vis-à-vis des. Je reviens 2 secondes sur. Quand on utilise des micros externes, du coup, à la caméra, toi, tu conseilles de faire re-rentrer le son dans la caméra ou d'utiliser un enregistreur Ah, parallèle? carrément, on va me tuer, hein, mais on est justement, on n'est pas au cinéma. Ok. Donc, on Notre, fait la il simplicité, faut quoi. penser au montage. En fait, le workflow, il faut toujours trouver un équilibre entre qualité et pratique et rapide. Voilà, ça, c'est un bon workflow de vlogging, même de live, même de vidéo YouTube. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on pourrait faire bien mieux. Mais on travaillerait moins vite, les vidéos mettraient trop de temps à sortir, Faut il faudrait trouver les des bons ordinateurs compromis, plus quoi. puissants. Un vlog va être ultra cuté, et c'est normal, tu filmes plein de séquences. Si tu dois caler chaque piste son, un vlog comme Casey Neistat, je sais pas, mais c'est 100-150 prises dans la journée. Tu Ouais, vas je suis caler, d'accord, mais tu là, vas pour le caler coup, ta je pense qu'un voix. mec comme Casey Neistat donne l'illusion qu'il est seul à tout faire, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Si. Tu crois? Après, c'est un malade mental, c'est un workaholic. Ça lui a posé des problèmes. Pendant 2 ans, 3 ans, il a fait une vidéo tous les jours. Il a failli perdre son couple, etc. C'est quelqu'un qui a un problème, vraiment. Mais oui, je pense que c'est un des seuls que je crois quand il dit qu'il est seul. Après, il avait probablement quelqu'un qui lui présélectionnait sa musique et tout ça, certaines facilités. Mais il y a quelque chose dans la démarche de vlogueur, de monter ses propres pistes, c'est important. Parce qu'il n'y a que toi, et on le voit bien chez lui, il faut la mémoire de tout ce que tu as tourné dans la journée, et tu fais déjà ton montage pendant que tu es C'est en train vrai. de tourner. C'est vrai. Donc, Mais bon, on a quand même parlé de différents aspects techniques à ne pas négliger, bien qu'il faille garder un côté naturel. Donc le son en priorité, la lumière quand même. Donc jusqu'à quel point tu vas garder la lumière ambiante? Tu peux pas t'autoriser des petites LED supplémentaires Alors, en fait, tout dépend encore une fois du type de vlog qu'on fait. Il y a des vlogs qui, dans une recherche d'authenticité, vont refuser tout éclairage artificiel, ce qui ne veut pas dire à la Blair Witch Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention à comment maîtriser la lumière naturelle. Un mur blanc pour se rétroéclairer, pour se déboucher les... Moi, je sais que quand j'ai tenté de faire du vlogging, j'ai travaillé avec des murs. Je cherche le mur, des réflecteurs naturels. On va éviter d'être à contre-jour pour pas que la caméra elle souffre trop à essayer de trouver quelque chose dans le contre-jour. Donc, on va faire attention à la lumière. Après, le soleil est à la fois ton meilleur ami, ton meilleur ennemi aussi. Hein. On sait qu'il faut jamais rien filmer entre midi et 4 heures de l'après-midi parce que sinon, tu es écrasé, tu ressembles à Droopy. Mais voilà, donc, ouais, le tournage en extérieur sans lumière artificielle, c'est un exercice compliqué pour le vlogging et qu'on ne soupçonne pas. Donc oui, on va faire attention. Après, si c'est de l'intérieur, oui, tu vas utiliser des petites lights portables. Ouais. Alors là, on a beaucoup parlé d'un setup pour cet exercice du vlog. Du coup, quand on est dans une logique de stream en home studio, la réflexion est un peu différente. D'ailleurs, toi, tu as décidé de configurer ton nouveau studio avec du matériel Sony, alors que tu n'utilises pas du matériel Sony pour le reste de tes vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces choix, du coup? Bah, là, c'est pareil, c'est un cahier des charges. La caméra idéale qui fait tout, ça n'existe pas. Donc nous, on avait un cahier des charges pour qu'est-ce qui est le mieux pour le live. Un des trucs le plus important pour le live, c'est l'autofocus. En fait, même, je vais être radical. J'adore mon GH6. J'ai fait du live avec le GH6 jusqu'ici en me battant contre un autofocus qui est on va pas dire inexistant, mais sur le GH6, c'est un autofocus à caractère qui de temps en temps décide Capricieux. de ne pas te focuser toi et d'aller focuser ton décor derrière et qui se colle bien dessus, tu vois. Donc ça, en live, c'est ingérable. C'est pas infaisable, je l'ai fait, mais je n'en pouvais plus. Donc, premier argument, meilleur autofocus. Donc déjà, pour nous, dans l'heure actuelle au niveau du marché, ça limitait à Canon, Sony.
Ensuite, le deuxième truc le plus important, c'est la qualité du flux HDMI qui sort. Parce qu'on n'utilise pas les cartes SD, on utilise les prises HDMI C'est ça. qu'on va C'est-à-dire que relier à un mixeur vidéo. Alors voilà, donc là on Hmm. anticipe un petit peu sur la suite, mais quand on fait du live, il y a deux manières de fonctionner. Donc soit on récupère, comme tu dis, ce flux HDMI qui rentre dans ce qu'on va appeler pour le moment une sorte de carte d'acquisition vidéo dans ton C'est ça. ordinateur, ou alors tu branches ton boîtier en USB à ton ordinateur si il a la possibilité, mais la plupart des boîtiers récents l'ont maintenant, d'être reconnu un peu, alors c'est un peu péjoratif, mais comme une webcam. Mais il n'y a rien de péjoratif. Effectivement, bon, nous, pour l'instant, on privilégie le HDMI parce que ça permet de brancher plusieurs sources vidéo et Vous faites du multicaméra, c'est ça? on fait du multicaméra pour l'instant 3, mais j'ai d'autres ambitions. 17. 17, ouah, je sais plus où regarder. Sachant que certains qui connaissent bien le live, on se complique la vie en utilisant ce que j'appelle des appareils photo qui filment. Mais ça, c'est pour une autre raison, et on parle toujours des critères des caméras. Nous, comme on est dans une petite chambre, la taille des capteurs, ça compte quand on n'a pas beaucoup d'espace. Autant si vous avez un grand hangar pour faire des lives avec beaucoup de champs derrière, le bokeh, on s'en fout un peu. Il va se créer naturellement par la distance de votre décor arrière. Quand vous travaillez Il avec faut forcer un peu le destin, ouais. Voilà, quand on a un mur qui est pas très loin derrière, bah, le full frame, c'est quand même pas mal de pouvoir détacher son sujet. Sachant que, là je donne aussi l'astuce, vous détacherez bien plus votre sujet du fond, non pas par le bokeh, mais par ce qu'on appelle les backlights. Non, Ah oui, les backlights, la lumière. ok. Si pour moi le truc, et là on reste purement dans le visuel, puisqu'on est dans une émission visuelle, vous aurez compris, le son, on s'est acheté des super bons micros qui valent une blinde, mais le deuxième poste où on a mis le plus d'argent, c'est les lumières. Beaucoup plus que les caméras et les objectifs. Parce que la lumière, surtout en live, mais j'ai envie de dire partout, la lumière crée l'image. On n'a rien inventé depuis l'invention de la photo. On est des sculpteurs de lumière, on est des peintres de la lumière. Une bonne lumière fiable, renouvelable, parce que nous, on est là tous les jours. Donc, on pourrait acheter des caméras, des lights à 100 € sur Amazon. Mais un jour Ouais, il sur vous deux, faut elle un ne fournit textile, pas quoi. la même Ouais. lumière. Et si on te suit donc avec des très bons micros, une très belle lumière, un smartphone va suffire. Exactement. Franchement, oui. Bon, on arrête tout. Et là, non, mais je vais être tout à fait Game honnête. over. C'est le conseil que je donne à n'importe qui, et pas que d'ailleurs pour les lives, même sur YouTube. Investis ton argent dans un micro, investis dans de la bonne light et filme-toi au smartphone. Personne ne m'écoute, mais pourtant j'ai raison. Parce qu'on l'a fait, on l'a même démontré dans des vidéos. Avec une bonne lumière, un bon micro et un smartphone, j'ai une bien meilleure image j'ai un bien meilleur rendu qu'avec une caméra qui m'aura coûté 2000 boules, un objectif à 1500 boules dessus, sans micro et sans light. Mais je te crois pas. Si tu mets un 135 mm f1.8 G Master sur un A7 IV, tu vas pas me dire que l'image est moins bonne qu'avec Mais sans l'iPhone. light, il a dit, Oh là sans là. light. Ah non, mais avec zéro light. Ah non. Avec zéro light. Non, franchement, la lumière... Enfin, je sais que les photographes qui nous écoutent et les vidéastes professionnels le savent, mais ça, on l'explique peut-être à un public qui a moins conscience. Et moi, j'étais le mais c'est premier. sûr. Hein. Et là, je remercie Albert de SOS Ciné et d'autres qui m'ont influencé là-dessus sur l'importance de la lumière. J'étais comme tout le monde. Je m'éclairais à l'IKEA. Même mes premières vidéos, voilà, c'était la lumière du bureau. Et on m'a sensibilisé à la qualité de la lumière. Aujourd'hui, nous, les lumières qu'on utilise pour un live, ça va paraître désuet, complètement fou pour certains, mais nous, il y a... je dirais un petit 6 000 € quand même, rien qu'en light. Ok. Même plus, 6 000 - 7 000 €. Donc, Rien c'est qu'en un vrai lumière. budget, quoi. C'est un vrai budget. Ce qui est super intéressant, hein, c'est que depuis tout à l'heure, on parle donc de vlogging, on parle de streaming, on a parlé de lumière, de son, on n'a pas du tout parlé de définition, de 4K, de tout ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça chouette qu'on parle de ces instruments-là qui sont finalement à la base de la qualité de ce qu'on va obtenir à la fin. Oui, c'est ça. Et parce qui que passent après- avant la après, qualité d'image, quoi, La tu vois. def et le flux, c'est. Mais qui c'est- sont c'est des de la mécanique, quoi. Après, quoi, c'est pour de la le coup, mécanique, quoi. mais qui influe aussi sur d'autres paramètres qui sont très importants. La durée de vidéo, le stockage, la bande passante dont on a parlé, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant comme angle d'attaque de parler de son et de lumière. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Alors qu'à
base, le vlogging est vraiment du mandarin. Je le répète. Mais c'est vrai qu'après, tout est une affaire de compromis. Quand on diffuse en live, on veut aussi un flux facile à diffuser. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la 4K, mais on va souvent cropper dedans. C'est-à-dire que nous, la Tu 4K... fais 2 plans avec une seule caméra. Voilà, alors on peut faire 2 plans avec une seule caméra, mais ça va permettre... Nous, par exemple, on est 3 présentateurs de tailles différentes. Ah. Plutôt que de bouger la caméra tous les jours, on filme plus large, mais on crop numériquement dans le logiciel OBS qui mixe tout ça. Il va falloir que tu nous expliques un peu ce que Voilà, c'est, ça. j'expliquerai, pour s'adapter aux différentes tailles. Bon, en même temps, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de lever ou de baisser la chaise. Mais, Ou les mais, talonnettes de Sarkozy. Bon. voilà. Mais on va utiliser la 4K, mais ça ne veut pas dire qu'on diffuse en 4K. Toi, tu diffuses en Full HD. On est pour l'instant en Full HD parce que de toute façon, de la radio filmée, l'apport de la 4K en termes de qualité d'image, il n'est pas... Mais par contre, sur tes vidéos postées en dur, on va dire, pour parler comme ça sur YouTube, là, tu es en 4K. Oui, mais alors là, j'ai une anecdote à raconter. On a eu beaucoup plus de réactions de gens disant « Waouh, vous avez changé de caméra, votre image, elle est incroyable !» Non pas quand on est passé en 4K, parce que ça, on a été super discret. On ne l'a même pas dit. On n'a pas dit « Waouh, cette vidéo est en 4K ». Mais les deux choses qui ont fait que les gens ont réagi à notre image, c'est un, quand on a acheté des vraies lumières, tout le monde a cru qu'on avait changé de caméra. Et deuxièmement, quand on a changé la diagonale de l'image, notre ratio image, qu'on a osé passer sur des ratios images de cinéma. En 16 neuvième, du coup? Non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un autre format que j'ai pas en tête. C'est un format qui est aussi utilisé en cinéma, mais c'est pas le 16:9 justement. J'ai un trou de mémoire. Mais bon, C'est pas bref. du scope quand même. Non, c'est pas du scope, mais c'est un espèce d'intermédiaire. D'accord. C'est un espèce d'intermédiaire. Mais je voudrais pas dire de conneries techniques, sinon je vais me faire Pas de souci. incendier, donc je préfère rien dire. Et on a eu plus de réactions sur la qualité d'image que quand on est passé en 4K. Et pour être tout à fait honnête, on triche avec la 4K. C'est-à-dire qu'il y a encore certains plans qu'on tourne en FHD et qu'on interpole en 4K. Et ça marche passe. très bien. Personne n'a jamais vu que du feu. Je veux dire, c'est des débats de pixel peeper. Alors, Oui, mais à l'heure où on nous bassine de Avec la marketing 8K. avec la 8K, tu vois, moi je Écoute, trouve que c'est des discours qui sont ultra intéressants aussi. Et qui En fait, sont réalistes, quoi. Là, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais les machines sont formidables. Non, les machines sont ultra puissantes. En fait, la 8K et la 4K sont des formats très intéressants, quel que soit ton format de diffusion. Ouais. Nous, on utilise la 4K depuis hyper longtemps, alors qu'on était encore en FHD, parce que ça permet de cropper. Et même si tu interpoles une image 4K en FHD, tu auras une meilleure image qu'une image filmée en FHD en native. Compris. Voilà. Tu vas avoir un rendu qui est amené par l'ordinateur. Ouais, donc ces histoires de ultra haute définition, c'est aussi et peut-être même avant tout de la possibilité de post-prod, en fait. C'est de la captation. C'est des outils supplémentaires. Ouais, absolument, c'est des outils C'est supplémentaires. pas qu'une logique de diffusion. C'est pouvoir Ouais, en recadrer, 8K, quoi. c'est de la latitude. En fait, les gens confondent diffusion et captation. Bien sûr. C'est pas parce que je filme en 8K que je vais diffuser en 8K. Surtout pas même. Nous, on a toujours filmé dans des résolutions supérieures à celles de nos diffusions pour garder, comme tu dis, des latitudes de post-prod. Ok. Je reviens 3 secondes sur ton setup de studio. Donc, tu as dit que c'était un multicaméra, 3 caméras plus à venir. Par contre, ce qui est important quand on est sur un dispositif comme ça, c'est d'avoir de la cohérence en termes de rendu d'image. Et là, du coup, avoir des caméras qui viennent de la même marque, de la même gamme, voire même exactement les mêmes caméras, ça a du sens. Ça a du sens, On c'est en pas revient pour au ça qu'on vélo. n'en a pas chié. Et Mais pas en live, mon gars. et je peux te dire qu'on en a chié quand même si tout vient de Sony. Ouais. D'un capteur à l'autre, tu n'as pas... C'est pas tant sur les couleurs, parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur est un algorithme, on peut s'y retrouver. Ça va plus être effectivement sur la dynamique générale d'une image, qui est très différente selon un full frame. Si ou tu un mets du capteur. ZV1 avec un A7 IV, oui, ça peut jurer, c'est sûr. Alors, nous, le ZV1, on l'a, mais c'est notre top cam. La top cam, on s'en fout de la dynamique, ça monte nos mains. Mais ça a été plus difficile de caler notre Alpha 7 avec la ZVE 10.
Là, ça a demandé un petit peu de travail. Je suis pas 100% Satisfait du truc. du résultat. Ouais. Il y a une dynamique qui change. Après, on n'est pas sur les mêmes longueurs optiques. Donc, l'œil fait le Ah, c'est saut. pas les mêmes capteurs, quoi. Enfin, Oui, tout mais naturellement, quoi. là aussi, il faut toujours jouer avec les contraintes. En fait, la pire erreur à faire en multicam, c'est de dire je vais être sur la même valeur de champ avec des caméras qui ont des optiques différentes et des capteurs différents ou même des optiques différentes. Non, il faut que ton cerveau enregistre je passe à la caméra 2. Donc il s'en fout que la dynamique soit pas exactement la même. Par contre, tu lui mets la même valeur de champ, tu fais 2,50 mm à 45 degrés, là l'œil il va faire wow, 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 wow. Il y a un truc qui va pas là, c'est Ouais, pas c'est la pas même raccord. image, c'est pas raccord, il y a un faux raccord. Et Voilà. justement, tu parles d'œil, on a parlé d'autofocus tout à l'heure. Est-ce que tu utilises la fonction de IAF qu'on a sur les Sony, hein, qui fonctionne très bien, mais je me demande à quel point elle fonctionne en vidéo, c'est-à-dire de la détection de visage et des yeux. Oui, après, Est-ce que c'est fiable? on a une tolérance au flou quand même en vidéo, encore heureux. De toute façon, la vidéo, encore plus que la photo, est une illusion d'optique. Donc l'œil, de toute façon, il voit du mouvement, ça l'excite, un peu de flou, ça passe. Donc oui, on a la détection de l'œil. Enfin, maintenant, c'est plus la détection de l'humain et du visage qui est la plus performante en vidéo pour nous. Parce que l'œil, il peut disparaître dans une vidéo, il faudrait pas que l'appareil saute. Mais oui, on utilise effectivement, et ça, il faut reconnaître que chez Sony, c'est tip top. Une main passe devant, ça saute pas, ce genre de choses, quoi. Bon, bah, on y voit déjà un petit peu plus clair, hein, sur cette partie matos. Tu nous as donné aussi également beaucoup de conseils pratiques. Alors bon, on pourra en donner des tonnes et des tonnes. On ne pourra jamais être exhaustif sur ce sujet-là. Donc on va essayer peut-être d'une certaine façon de se focaliser plutôt sur les erreurs à éviter plutôt que sur les choses à faire. Et pour l'occasion, du coup, on a contacté Olivier Schmitt, hein, qui est déjà venu, je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises dans cette émission, qui fait des vidéos sur YouTube, qui anime aussi un podcast qui s'appelle Secret de Créateur. Et on lui a demandé quels seraient, selon lui, les 5 pièges à éviter dans l'exercice du vlog. On l'écoute. Premièrement, je pense qu'une des plus grosses erreurs, c'est, de commencer à filmer sans savoir où on va, où on veut emmener en fait notre histoire et notre audience. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Ça, je pense que c'est la principale erreur. La 2e erreur, je dirais, c'est de peut-être passer trop de temps à filmer des choses qui ne seront pas nécessaires, qui ne servent pas l'histoire, parce qu'on va perdre beaucoup de temps derrière et forcément, on préfère être sur le terrain que derrière l'ordinateur pour faire du montage. Enfin, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Je dirais aussi que, ne pas intégrer, d'autres personnes que soi dans un vlog, c'est aussi aujourd'hui, une belle erreur, quelque chose qu'il faut, éviter puisque l'intérêt, ça va vraiment être d'aller à la rencontre des gens, d'avoir des interactions et plus on est dans un vlog, plus ça va être intéressant pour le spectateur. Techniquement, une erreur, ce serait on est toujours un petit peu dans la même idée, ce serait de peut-être, trop faire attention à la technique, là où ce n'est pas nécessaire, là où finalement, encore une fois, le storytelling prend le devant, parce que s'attarder trop sur la technique risque de nous faire louper des moments clés, des moments furtifs. C'est comme si vous filmez un mariage, il y a des choses qui vont se passer, qui ne se passent qu'une fois et qu'il ne faut pas louper et quand on réalise un vlog, les gens sont susceptibles d'être beaucoup plus tolérants sont plus tolérants en fait, par rapport à la technique, qu'au cinéma ou que dans une série. Et la dernière erreur, c'est peut-être ça englobe un petit peu tout ça, c'est de vouloir en faire trop et trop long. Je pense que si on veut débuter dans le vlog, faire des petits formats de 5-6 minutes qu'on maîtrise et qu'on peut reproduire facilement un petit peu, à n'importe quel moment, n'importe où, c'est la meilleure des stratégies. Ça nous permettra de finaliser des projets, d'être satisfait d'avoir réalisé quelque chose et de directement pouvoir, voilà, appuyer sur exporter, publier et passer à un autre projet pour raconter une nouvelle histoire. Bon, il y a du sens, hein, finalement, entre sa parole et les conseils que tu nous as déjà On a à peu un près peu tout dit déjà, dévoilés, hein, mais hein. c'est vachement intéressant. Il est toujours très, très clair aussi et concis, ouais, mais c'est à peu près tout ce qu'on a dit, hein, sauf peut-être sur la durée, on n'en a pas trop parlé. Oui. On a parlé des jump cuts, donc du rythme, on n'a pas tant parlé de la durée. C'est important quand même quand on fait de la captation, notamment en extérieur aussi, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie de son matériel. Faut mieux faire court ou
Bon, ça, l'autonomie Ouais, du c'est plus vraiment un matériel, sujet, ça, ça. ça va être au niveau des rushs, mais là où il a tout à fait raison, c'est il faut penser à son montage. Si on arrive devant son ordinateur et qu'on a 4 heures de vidéo à dérusher pour produire un 4 minutes, vous allez vous décourager parce qu'on oublie toujours, mais il faut réécouter ces 4 heures pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, ça, Casey Neistat, pour réévoquer lui, est un mec qui a un talent et même un génie là-dessus, c'est qu'il est en train de faire son montage pendant qu'il filme. J'en suis persuadé. Il diminue ce que moi Il filme j'appelle ce le... qu'il a besoin, quoi. Voilà, il faut enlever le gras, diminuer le fat, pour pas avoir trop de boulot derrière quand on va être au montage. Donc, Olivier a complètement raison. Après, votre résultat final peut faire 15 minutes si vous tenez les gens en haleine. La Ça durée, passe par l'écriture, c'est ce qu'on c'est dit. l'écriture. Parce que c'est ce qu'il dit en premier, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de Mm. dire. Le storytelling, finalement, c'est ça qui prime, quoi. Moi, je continue à le dire, mais bon, même si c'est vrai que sur YouTube, l'algo va avoir tendance à pénaliser quand on est trop long, mais globalement, il n'y a pas de vidéo trop longue, il n'y a que des vidéos trop chiantes. Vous pouvez être chiant en 5 minutes, comme vous pouvez être passionnant en 15. Tout dépend de l'intensité dramatique. Et j'évoque le mot dramatique parce qu'il faut s'inspirer des règles du drame. Comment faire monter la pression dans un documentaire autour de son burger, si on est en train de raconter ce qu'on est en train de manger, c'est faisable, mais il faut savoir écrire une histoire. Donc plongez-vous plutôt dans des bouquins qui vont vous apprendre à écrire une histoire, plutôt que dans des manuels techniques pour savoir les différents modes de stabilisation. On va conclure là-dessus, hein, ma foi. Bon, il y a plein de sujets qu'on aurait aimé aborder avec toi, mais Et c'est passionnant, le finalement. chrono tourne. Merci, Jérôme, Eh ben, merci de pour, m'accueillir. pour tous ces conseils. Je pense qu'on a la matière pour faire un volet 2 à cette émission et peut-être un peu se focaliser davantage sur toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir lors de la diffusion des lives. Et Dieu sait s'il y en a. Merci beaucoup, Jérôme.